Pouvez-vous faire état de ce qui peut être considéré comme de nouveaux modèles qui prennent en compte cette dimension collaborative? Oui, depuis une dizaine d'années, on se pose beaucoup de questions sur l'évolution des modèles et on parle de connectivisme qui aurait été développé par Siemens et Downs. Et dans son appellation, on définit bien cette insistance sur la multiplication et la variété des connexions qui existent entre les individus et les supports à l'apprentissage, ce qu'on a évoqué déjà précédemment. Et comment caractérise-t-on ce modèle? Habituellement, comme sur le schéma que vous avez sous les yeux, on lui attribue 8 caractéristiques. Une première, c'est le fait que l'apprentissage et la connaissance résident dans la diversité des opinions. Donc on reconnaît cette diversité. Ensuite, que l'apprentissage est un processus qui fait des liens, qui relie des nœuds spécialisés ou des sources d'informations les unes avec les autres. Enfin, c'est aussi le fait que l'apprentissage peut résider dans des appareils non humains. C'est ce principe de mémoire externe qu'on a déjà évoqué dans une dia précédente. En termes d'objectifs, la capacité d'en savoir plus est plus importante que d'identifier ce que l'on sait actuellement. Donc c'est toujours pour aller plus loin. Ensuite, un des autres principes est celui d'entretenir et de maintenir les connexions pour faciliter l'apprentissage continu. C'est donc tout ce qui touche à la veille. Enfin, la possibilité de voir les liens entre les domaines, les idées, les concepts est une compétence de base. D'où l'importance de développer les cartes conceptuelles, par exemple. Enfin, il y a le fait d'obtenir des connaissances précises et mises à jour, et ce vers quoi tendent toutes les activités d'apprentissage connectiviste. Aujourd'hui, on a une possibilité de mise à jour des connaissances qui est extraordinaire. Et donc, il faut utiliser ce moyen-là. Et enfin, le 8e principe est cette capacité à pouvoir prendre des décisions qui est un processus d'apprentissage en soi. Voilà donc les différents éléments qui fondent ce modèle relatif que l'on nomme l'apprentissage connectiviste. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ce que génèrent ces pratiques collaboratives? Au-delà des exemples que nous avons cités en introduction concernant ce que nomment certains l'économie de partage, dont les modèles sont Uber et Airbnb que vous connaissez, dans le domaine des partages des connaissances, il est impossible de ne pas citer Wikipédia, l'encyclopédie mondialement connue, ouverte et libre, qui existe en 270 langues, qui produit plus de 25 000 articles par jour, ainsi que plus de 10 millions de modifications par mois. C'est un exemple de ce que la collectivité arrive à produire et qu'aucun individu seul n'arriverait à égaler. Contrairement aux exemples comme Uber, il y a ici une volonté de produire gratuitement, de façon beaucoup plus désintéressée même, s'il y a des défauts au système. Dans la même veine, j'ai envie de citer aussi OpenStreetMap, qui permet de créer de manière libre et collaborative des cartes géographiques personnalisées, de manière classique, mais gratuite, comme des cartes IGN ou Michelin, mais aussi et surtout pour concevoir des cartes personnalisées. Par exemple, un enseignant, dans un cours d'études de l'environnement proche, souhaite concevoir une carte relative au quartier où se situe son école et y faire apparaître tous les bâtiments remarquables qu'il souhaite identifier, ou tous les arbres qui balisent un parcours particulier. Eh bien, il peut le faire et le faire avec ses élèves. Et vous nous avez aussi parlé de joueurs en ligne qui ont apporté de vraies réponses scientifiques à des questions encore non résolues. Oui, c'est fantastique et c'est même assez incroyable. Je vais prendre comme exemple un site qui s'appelle Foldit et qui est alimenté et modéré par des scientifiques qui proposent des questions à résoudre sous la forme de jeux en ligne. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au-delà du jeu, ou grâce au jeu, des solutions à de réelles problématiques ont pu être identifiées. Sur la dia que vous avez sous les yeux, il y a un article du Figaro qui met en avant qu'un groupe de joueurs a fait avancer la recherche pour comprendre le sida. Pour les esprits chagrins qui douteraient de la crédibilité du processus ou des résultats, ceux-ci ont fait l'objet en 2011 d'un article dans la revue Nature, mondialement reconnu au niveau scientifique. Et vous pouvez, si vous voulez accéder à cet article, cliquer sur la diapo pour accéder à ces liens. Très intéressant, mais dans un dispositif comme Wikipédia, comment sont gérées les productions
Comment est contrôlée la qualité des contenus? C'est une vraie question. Et c'est aussi dans la mécanique collaborative qu'il faut identifier les réponses. D'abord, le nombre de contributeurs a pour effet qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura la capacité de modérer, d'ajuster les propos, de rectifier, de compléter les sources, pour être les plus proches possibles de la réalité. Notons qu'en 2005, dans la même revue Nature citée auparavant, il a été mis en évidence que si Wikipédia comprenait bien un certain nombre d'erreurs, eh bien, celles-ci étaient à peine plus nombreuses que celles identifiées dans l'Encyclopédie Britannica. Et une autre étude plus fine, menée en 2011 à l'université d'Oxford, estime la fiabilité de Wikipédia assez comparable à celle accordée à d'autres encyclopédies bien connues. L'avantage d'un dispositif en ligne ouvert, c'est que quand l'erreur est détectée, elle peut être corrigée dans les secondes qui suivent, ce qui n'est pas le cas pour des documents imprimés qui devront attendre une nouvelle édition, souvent coûteuse à produire. Donc, à vous entendre, tout le monde fait tout dans Wikipédia. Non, pas du tout. Tout le monde peut contribuer, bien sûr. Mais au sein même du dispositif Wikipédia, il y a, comme on le voit sur ce schéma, des internautes qui ont un statut particulier. Ils sont reconnus pour leur expertise et modèrent une thématique, par exemple. Il y a donc des individus qui occupent une fonction, des personnes auxquelles on attribue un rôle. Et c'est à ce prix qu'un dispositif collaboratif peut fonctionner. Tout le monde peut contribuer, mais chacun le fait selon sa spécialité, le temps qu'il souhaite y consacrer, son degré d'engagement variant dans le projet selon différentes variables. On en revient à cette question d'identification, de reconnaissance et d'activation des compétences de chacun, et de l'intérêt d'une forme d'hétérogénéité, pour que tout le monde n'ait pas à réaliser les mêmes tâches, mais bien plus à être complémentaires les uns par rapport aux autres. Et dans les dispositifs de formation, est-ce le même mécanisme? Bien entendu, il doit y avoir aussi une distribution des rôles dans un dispositif de formation où le groupe occupe une place. Ceux-ci doivent bien entendu être centrés sur les dimensions qui favorisent l'apprentissage. Par exemple, dans une de nos recherches, il a été attribué par l'enseignant un rôle d'organisateur à certains qui gèrent le temps et se préoccupent que tout fonctionne bien. D'autres sont plutôt des référents théoriques, des théoriciens qui cautionnent l'exactitude des propos. Un rôle de secrétaire aussi peut être pris en charge pour synthétiser les acquis ou questions des membres du groupe. En fait, c'est en quelque sorte une société en miniature dans laquelle chacun contribue à l'avancée du travail en prenant en charge une part de celui-ci. Peut-on caractériser les tâches collaboratives? Alors, en fonction de la façon avec laquelle les membres du groupe articulent leurs efforts, Abrami distingue 4 types de tâches possibles à proposer à un groupe. Les tâches disjonctives, conjonctives, additives et élaboratives. Dans les deux premières, disjonctive et conjonctive, le travail peut dépendre d'un seul des membres du groupe, alors que dans les deux dernières, additive et élaborative, il reflète nécessairement celle de tous ses membres. Dans une tâche disjonctive, par exemple un problème où il faut choisir une seule solution, il suffit qu'un seul des membres du groupe puisse trouver la solution au problème pour que le groupe réussisse. La production du groupe est alors rendue possible par l'apport du membre le plus compétent. Lors d'une tâche conjonctive, par exemple une course relais, le sort de chacun dépend de celui des autres. La performance est liée au partenaire le moins compétent. Lors des tâches additives, par exemple tirées sur une corde, correspondent davantage à la coopération, étant donné que le résultat correspond à une addition des réalisations de chaque individu. Dans ce cas, plus le nombre de membres est élevé, plus le produit obtenu est conséquent. Enfin, les tâches élaboratives, par exemple rédiger une synthèse commune, sont davantage des tâches qui nécessitent que les membres organisent leurs contributions, choisissent les procédures et le type de résultat escompté. Les effets positifs de l'apprentissage collaboratif sont davantage liés à des situations où les apprenants s'engagent autour de ce type de tâches. En vue de comprendre la dynamique collaborative, vous avez évoqué la notion d'interdépendance sociale. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet?
Effectivement, nous pouvons nous appuyer sur cette théorie de l'interdépendance sociale pour comprendre comment s'opère la dynamique collaborative, selon Johnson et Johnson. Selon ce modèle, l'interdépendance caractérise les liens entre les membres d'un groupe. Il y a tout d'abord l'interdépendance négative, qui correspond à une situation de compétition. C'est ce que vous voyez sur la gauche de la diapositive. Lorsque la situation est définie de cette manière, les individus évoluent les uns contre les autres pour réaliser un objectif dans la seule perspective que les autres ne l'atteignent pas. Les processus individuels pour l'atteinte de l'objectif sont donc négativement liés. En opposition permanente, les individus recherchent plutôt des résultats qui soient bénéfiques pour eux, mais désavantageux pour tous les autres qui évoluent dans le même environnement. L'indépendance se différencie de l'interdépendance. Elle peut bien évidemment concerner un travail individuel qui n'influence pas le travail ou la performance des autres élèves dans leur environnement. Au sein d'un groupe restreint, la logique de travail en indépendance repose sur une répartition de la tâche qui implique une division en sous-tâches entre les membres du groupe. Par rapport à ces tâches, les rôles de chacun sont explicitement définis. Chaque membre est ainsi amené à traiter une partie du contenu en vue d'une mise en commun ultérieure. On parle alors davantage d'apprentissage coopératif. En ce qui concerne l'interdépendance positive, sur la droite de la diapositive, c'est la situation qui fédère les énergies positives de chacun. Lorsque la situation est structurée de cette manière, les individus travaillent tous ensemble pour réaliser un objectif commun. Ils progressent de manière à ce que leur activité soit bénéfique pour tous les membres du groupe. C'est donc la situation dans laquelle on peut estimer qu'il y a une réelle collaboration. Quand on parle d'activité collaborative, on parle forcément de groupe. Mais comment se compose ceci? Pierre Dillembourg a mis en évidence que les effets du travail en groupe dépendent largement de certaines variables liées notamment à la constitution de groupes ou aux modalités d'interaction susceptibles de prendre place au sein de ceux-ci. Plusieurs modalités sont retenues pour constituer des groupes. Nous en distinguerons 4 modalités principales. La première, c'est la modalité aléatoire, c'est-à-dire celle qui est réalisée sur la base de regroupements liés au hasard. Ensuite, il y a une modalité dite pragmatique, qui tient compte de critères de facilité, basés par exemple sur le fait que plusieurs apprenants sont proches géographiquement ou relèvent du même fuseau horaire. Une modalité est dite raisonnée, car on l'applique en fonction de certains critères qui permettent de fonder l'efficacité d'un travail en groupe. Et enfin, il y a une modalité autonome, spontanée, c'est-à-dire celle qui est gérée par les apprenants eux-mêmes sur la base de préférences qu'ils vont avoir. Vous avez évoqué la modalité raisonnée. C'est intéressant, mais pouvez-vous nous en dire plus sur la manière d'utiliser cette modalité? Le choix raisonné, il doit être réalisé en prenant en compte différents critères qui nous permettent de créer au sein du groupe une dynamique qui va être favorable à l'apprentissage. Vaut-il mieux constituer des groupes comprenant des apprenants de même niveau ou alors des groupes qui comprennent des apprenants de niveaux différents? Oui, c'est là la question la plus pertinente. On sait notamment depuis les études menées par Webb sur la constitution des groupes que ceux-ci sont plus efficaces quand ils sont formés de sujets modérément hétérogènes, sujet moyen avec sujet fort ou sujet moyen avec sujet faible, alors que les paires fortement hétérogènes, sujet faible avec sujet fort, ou homogènes, sujet fort ensemble, sujet faible ensemble, elles sont moins performantes.
Selon le cas, la force ou la faiblesse relative d'un membre du groupe pourrait être établie en tenant compte des résultats à une tâche antérieure, qui porte sur le même domaine. Un test standardisé qui mesure une habileté liée au domaine d'apprentissage, un test d'orientation spatiale pour une tâche graphique, ou un test d'intelligence générale. Et selon certaines études comme celle de Leysen, les pairs qui sont constitués en vue de favoriser l'hétérogénéité des opinions de départ interagissent davantage dans le cadre d'un forum de discussion ou d'un chat synchrone.